J'étais en colère contre ma mère et ta mère est en colère contre moi. Tout comme toi, tu es en colère contre ta mère. Toi aussi, tu laisseras à ta fille la colère en héritage. Il faut casser le fil. Alors apprends, puis va-t'en. Prends ta jeunesse et tout le bonheur possible et quitte le village. Apprends à lire, à écrire, à compter, à parler. Apprends à penser, Nawal. Apprends. J'avais envie de démarrer par incendie parce que je crois que ce que va nous raconter Wajdi a sans doute, peut-être, il va nous le dire, quelque chose à voir. Et il y a 2 ans déjà, c'est ça ? Dans un café toulousain, on a discuté de cette chose, alors je ne sais pas comment l'appeler, qui m'a totalement fascinée, j'ai envie de dire, qui s'appelle « Avoir 20 ans en 2015 ». Et la première question que j'ai envie de poser, c'est c'est quoi cette chose et d'où elle est née ? Alors je vais commencer par peut-être dire d'où elle est née, parce que sur c'est quoi cette chose, je vais y arriver, parce que c'est vraiment intéressant la question de la définition. Il y a beaucoup de réponses dans le fait qu'on dise c'est quoi cette chose. Alors, d'où c'est né de façon très très simple. Vous savez, comme, que vous soyez enseignant ou pas ou peu, enfin, vous avez des enfants, vous-même quand vous étiez jeune, c'est arrivé parfois que vous avez reçu la visite d'un artiste dans votre classe qui est venu vous parler d'une pièce de théâtre à laquelle on allait vous forcer d'aller assister. Parce que ça fait partie de il faut amener les jeunes au théâtre, donc un des moyens de faire pour les intéresser, c'est de dire à l'artiste, est-ce que vous voudriez pas venir dans la classe parler de votre projet, surtout que le professeur lui-même ne sait pas trop comment faire puisqu'il n'a pas été formé pour parler du théâtre à ses élèves, lui-même le professeur se sentant parfois un peu dépassé par les œuvres auxquelles il voit, donc il préfère que l'artiste vienne. Il se trouve que de l'autre côté, les théâtres qui nous invitent à présenter les spectacles, il y a ce qu'on pourrait appeler un service après-vente, presque, où on dit, voilà, on prend ton spectacle, mais ça serait peut-être bien que tu ailles dans les lycées parler aux élèves. Alors parfois, on se retrouve comme artiste à enchaîner 8 classes en 3 jours, où on rentre, et là, au bon vent, au bon gré, parfois, on arrive dans des classes qui ont été bien préparées parce que le professeur avait vraiment à cœur de préparer les élèves. Parfois, on arrive dans les classes, le professeur a juste envie de prendre l'heure avec laquelle il nous laisse seuls avec les élèves pour aller. Il n'a absolument rien préparé. On se retrouve avec des élèves qui ne savent même pas qui on est, pourquoi on est là, et il faut vraiment se débrouiller, quoi. Et cet état de fait m'a énormément troublé, choqué, souvent, bouleversé parfois. J'étais parfois très en colère contre les professeurs qui, je trouve, ne faisaient pas assez bien leur travail. Je me retrouvais, moi, à éduquer, alors que mon rôle n'est pas d'éduquer, mais d'enflammer. Et il y avait beaucoup de confusion entre ce que c'est qu'un artiste et ce que c'est qu'un professeur. On demande aux artistes de faire le travail des professeurs, alors que les artistes ont souvent été de très mauvais élèves eux-mêmes. Donc ils ont juste envie de dire aux élèves en face d'eux, mais fuyez, partez le plus vite possible. Voilà. Donc il y a une espèce d'énorme confusion entre ce que c'est qu'être professeur, ce que c'est qu'être artiste, et quand on se retrouve devant des élèves, alors que nous-mêmes avons été très mauvais élèves, évidemment on prend un langage qui n'est pas le langage scolaire, qui n'est pas le langage académique. Puisque précisément, si on se retrouve sur un plateau de théâtre, c'est parce que précisément il y a un rapport de colère, de révolte, de très grandes blessures. Alors il ne faut surtout pas venir nous demander de consolider ce qui nous a profondément fait souffrir. Voilà. Alors, et là, on se retrouve dans des situations parfois complexes. Et à un moment donné, j'ai décidé que je ne ferais plus ça. Je trouvais ça trop frustrant d'arriver et de voir des élèves qui me regardent, et de les rencontrer 1 heure, tout en ayant la conscience que parfois ça change quelque chose, que c'est très important parfois pour des élèves de voir arriver un artiste, un auteur en plus, et de réaliser que l'auteur n'est pas mort. Mais c'est vrai, c'est qu'ils ont tellement l'idée qu'un auteur, c'est nécessairement Molière ou Racine, parce qu'on ne leur présente que Molière ou Racine, et encore Racine, en tout cas des auteurs morts,
que quand il voit un type qui est habillé comme ça, qui dit « je suis auteur », il y a vraiment un rapport d'étonnement très très grand. Alors je trouve, ne serait-ce que ça, c'est important, qu'il voit des auteurs vivants, parce que du coup, ils peuvent se dire « ah ben alors moi aussi je peux écrire, moi aussi je peux devenir auteur, alors puisque lui, on est contemporains de la même époque, lui et moi. » Bon. Mais à un moment donné, c'était trop. Donc je voulais plus le faire parce que je trouvais que c'était en termes de qualité très faible par rapport à la quantité. Comme je vous dis, parfois j'arrive à Grenoble, mettons, pour présenter un spectacle, Incendie. Et là, je rencontre 12 classes. J'exagère pas, 12 classes en 3 jours. Ça veut dire que vous allez en 6e, vous sortez de la 6e, vous allez en 5e, vous allez de la 5e, vous allez en seconde. Ensuite, le lendemain, vous faites la même chose et vous rencontrez les élèves qu'1 heure. Et vous ne savez pas à qui vous avez parlé, eux-mêmes pas trop. Et j'ai arrêté de faire ça. Et puis arrive, quelques années plus tard, un projet important qui consistait à mettre en scène les 7 tragédies de Sophocle, les 7 qui sont parvenus jusqu'à nous. Il en a écrit 120, mais des 120, 7 seulement sont parvenus à notre époque. Les plus connus, c'est Oedipe-Roi, Antigone, mais il y en a d'autres. Et le projet consistait à mettre en scène les 7 tragédies sur 5 ans, sur une période de 5 ans. Et là, les théâtres avec qui nous faisions une coproduction, moi j'étais à ce moment-là directeur d'une compagnie. Cette compagnie est en coproduction avec des théâtres pour arriver à monter la production, pour faire le spectacle. Les théâtres qui sont en coproduction avec nous, ce sont des théâtres dirigés par des directeurs qui aiment le travail que l'on fait et qui disent on veut faire partie de cette aventure, donc on produit. C'est grâce à ces coproductions qu'on a l'argent pour faire les spectacles. Et là, les directeurs et les relations publiques des théâtres, parce que dans chaque théâtre, il y a ce qu'on appelle les relations publiques, il y a le service technique, il y a le service administratif, mais il y a les relations publiques qui viennent d'une volonté politique de démocratiser la culture, de permettre au théâtre d'entrer en lien avec le public, les étudiants, les jeunes. Donc les équipes des relations publiques nous disent « Sophocle, ça, les professeurs, ça va leur plaire. » Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de demandes pour des rencontres. Et ce jour-là, j'ai dit, bon, je comprends, mais est-ce qu'on peut inventer autre chose? Et ça s'est passé vraiment comme ça. Ils me disent, mais inventer quoi? Je dis, est-ce que c'est possible de privilégier la qualité au profit de la quantité? Moi, je veux bien faire quelque chose, mais que ça soit dans le temps, pour un nombre maîtrisable, et qu'on puisse véritablement bouleverser la vie des individus à qui on s'adresse. Qu'on ne se dise pas juste, nous on est super contents parce qu'on a coché dans les petites cases de nos rapports en fin d'année que oui, l'artiste a été et il a rencontré plein de classes. Mais qu'est-ce que ça a apporté aux élèves? On n'en sait rien. Est-ce que c'est possible de mener le projet jusqu'au bouleversement, jusqu'à l'émotion, jusqu'à la rencontre, jusqu'à la connaissance même des prénoms? Ils me disent, mais à quoi penses-tu? Alors, quand ils m'ont posé « à quoi penses-tu ?», j'ai très instinctivement pensé à ce que moi, j'aurais voulu qu'on me propose quand j'avais 15 ans et qu'on ne m'a pas proposé. Qu'est-ce que j'aurais voulu, moi, vivre comme aventure? Pour le dire vite, je me suis dit, au fond, ce que j'aurais voulu, c'est rencontrer des gens de mon âge et qu'on me foute la paix. Dans un rapport libre. Être libre avec des gens de mon âge et qu'on me foute la paix. Alors j'ai dit, ce que je ferais, c'est, je créerais un groupe de 50 adolescents, on mènerait le projet sur 5 ans, puisque le projet Sophocle, c'est sur 5 ans, j'associerais à chaque année un verbe, tiré de Incendie, apprends à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler, apprends à penser. Donc la première année, ça serait lire, ensuite écrire, ensuite compter, ensuite parler, ensuite penser. Et j'associerai chaque verbe à une ville. Lire et Athènes. Tout à l'heure, si j'ai le temps, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ces associations-là. Lire et Athènes, écrire et Lyon, compter et le camp d'extermination d'Auschwitz, parler et le Sénégal, et penser, je ne savais pas.
parce que penser, il me semblait que c'était un verbe qui ne pouvait pas être un lieu. Penser devait être un mouvement. Donc j'ai dit penser, on verra. Et le projet consisterait à chaque année de faire en sorte que ces 50 adolescents qui ne se connaîtraient pas au point de départ, eh bien on les amène dans chacune des villes l'été. On passerait 2-3 semaines. Ils se retrouveraient à Athènes la première année, à Lyon la deuxième année, et que dans chaque ville, on serait accompagné par quelqu'un qui ne serait pas nécessairement un éducateur, mais qui serait plutôt une figure. Alors je vous donne un exemple peut-être le plus... parce que ça aurait un sens pour vous. Par exemple, quand on a fait le 4e voyage, le verbe parler au Sénégal, la figure qui nous a amenés, c'était Lilian Thuram. Donc Lilian Thuram, qui a son association autour de la question du racisme et de l'acceptation de l'autre. Le groupe d'adolescents, il y avait 48 adolescents blancs, 2 noirs. Donc se retrouver au Sénégal, c'était inverser les rapports de la minorité. Avec Lilian, et jouer au foot au bord de la plage, dans un rapport extrêmement ludique. Bon, c'était un peu pensé comme ça pour chaque voyage. C'était pas toujours des figures aussi célèbres, mais c'était toujours des figures très puissantes. Et l'idée à l'intérieur de ça, c'est que moi... alors, les théâtres avec lesquels nous étions en coproduction, c'était des théâtres qui venaient de 5 villes différentes. Il y avait Montréal, Nantes, l'île de la Réunion, Mons et Namur en Belgique. Donc on s'est dit, bon, on va prendre 10 adolescents de chacune de ces 5 villes. Donc on s'est retrouvé avec 50 adolescents composés de 10 adolescents montréalais, 10 réunionnais, 10 belges, 10 namurois, 10 montois et 10 nantais. L'idée, c'était de les accompagner de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc à 15 ans, nous avons tous été à Athènes. Ils sont arrivés et ils se sont rencontrés pour la première fois dans un état de folie, d'euphorie et d'excitation absolument insensée. On a passé 2 semaines là. Oui, on a visité des trucs, mais l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, c'est qu'ils étaient ensemble et qu'on leur laissait... On les cadrait. On disait, voilà, le repas est là, telle chose était là, mais parlez-vous. Parlez-vous. Et puis, la même chose, on a fait l'année suivante à Lyon. À Lyon, je leur ai donné un atelier d'écriture et je leur ai demandé de m'écrire une lettre. Chacun, en leur disant la chose suivante, vous êtes 50, je suis seul, moi je vais vous répondre. 50 lettres, vous allez écrire une lettre, moi je vais en écrire 50. Donc débrouillez-vous que dans votre lettre, comment faire pour que votre lettre me donne envie de vous répondre ? Alors, ça a été ce début d'écriture, ce rapport à l'écriture. Ensuite, ça a été à l'âge de 18 ans, on les a amenés au camp d'extermination d'Auschwitz, Varsovie, le voyage. Et là, ils se connaissaient. Donc, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amour internationales, puisqu'ils sont montréalais, réunionnais, etc. Et puis, petit à petit, ils ont commencé, eux, à prendre en charge le projet. C'est-à-dire que pour toutes sortes de raisons, il y avait plein de gens qui voulaient qu'on fasse un documentaire, je refusais obstinément. Il y avait plein de gens qui voulaient qu'on prenne des photos, je refusais obstinément. J'encourageais les ados, je leur disais essayez de ne pas prendre de photos. Alors quand ils me disaient mais pourquoi on fait ça, je leur disais mais parce que l'idée de ce projet, s'il y en a une, c'est pas de vous apprendre à penser par vous-même, parce que ça se fait pas en 5 ans. Apprendre à penser par soi-même. Mais l'idée de ce projet, c'est de vous amener à avoir conscience qu'il est possible de penser par soi-même. L'idée de penser par soi-même. Juste avoir cette conscience-là. Et je pense que moins on communique sur ce projet, moins on le publicise, moins on le documente, plus il va gagner en densité poétique. Je leur donne l'exemple que je leur donnais souvent, c'était de leur dire avant, moi, je n'avais pas de portable, on n'avait pas de portable. Et donc, les numéros de téléphone de mes amis, je les connaissais tous par cœur. Quand il y a eu les portables, petit à petit, aujourd'hui, je ne connais plus les numéros de téléphone par cœur. C'est un exemple tout simple. Pourquoi je ne les connais plus par cœur ? C'est tout simplement parce que j'ai délégué à mon téléphone la mémoire du répertoire téléphonique.
Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes devant un paysage et que vous le prenez en photo? Vous déléguez à votre appareil photo la mémoire de ce paysage. Vous n'avez plus besoin de vous en souvenir puisque vous l'avez pris en photo et qu'après, tranquillement, et aussi longtemps que vous voulez, vous pouvez regarder les paysages que vous avez pris. Vous ne vous en souvenez pas. Essayez de vous souvenir. Donc, essayez de regarder. Apprenez à... Comment on fait pour regarder pour que plus tard, à Montréal, quand il fera moins 40, vous allez vous souvenir, sans le support d'une photo, vous allez vous souvenir du paysage qui aujourd'hui vous touche et qui va vous permettre, au milieu d'une classe morose, d'y retourner par la pensée, d'y retourner par la mémoire, de retourner dans le paysage. Là où je les encourageais, c'était de rapatrier en eux-mêmes leur propre mémoire et leur propre rapport au monde, sans le déléguer à quelqu'un qui ferait un documentaire sur notre projet, sans le déléguer à quelqu'un qui viendrait nous expliquer ce que nous sommes en train de faire, sans qu'il y ait qui que ce soit qui poserait un regard analytique ou sociologique ou psychologique ou psychanalytique sur le projet, et qu'on reste dans cette sphère à laquelle justement ni l'intime, ni le privé, ni le social, ni le psychique, ni le psychanalytique ne peuvent atteindre, qui est la sphère poétique. La sphère poétique est la seule sphère à laquelle tout le monde essaye de l'accaparer pour soi. Vous voyez, par exemple, quand il y a un meurtre incompréhensible, qu'est-ce qu'on fait? On demande au voisin. Le voisin dit « Ah, je ne comprends pas, hier, je l'ai croisé, il a descendu la poubelle, il avait l'air normal. » On demande au sociologue. Le sociologue nous donne une explication tout à fait valable, du rapport au travail, de l'oppression de la société sur l'individu. Enfin bon, voilà. On demande au psychanalytique qui va lui aussi nous donner une explication. C'est très rare qu'on demande à un poète de nous donner une explication. Dans le journal, c'est très rare. Vous avez toujours un psychanalytique, un sociologue, la mère, le voisin, le cousin. Vous n'avez jamais un poète. Vous n'avez jamais un poète qui vient... quand il y a eu, par exemple, les attentats le 13 novembre, on a demandé à plein de gens de prendre la parole. On ne demande pas aux poètes. Or, précisément, c'est peut-être la sphère qui est la plus positive, la moins traumatisante. Et ce que j'essayais de leur transmettre, puisque c'était mon domaine, c'est l'idée que justement, la notion de la pensée a été abandonnée par la poésie pour toutes sortes de raisons, et qu'il est possible quand même de se la réapproprier et d'être tout simplement conscient que dès qu'on prend en photo quelque chose, dès qu'on enregistre quelque chose, c'est très très bien, hein, c'est merveilleux de faire ça. Mais juste de se souvenir que être photographe, c'est un métier. Aujourd'hui, on pense qu'on est tous des photographes. Et puis en plus, avec les fonctions qui nous permettent de corriger les photos, d'augmenter les contrastes, de diminuer les contrastes, voilà. On est convaincu qu'on est tous photographes. Ben non, photographe, c'est un métier. Et en leur demandant de ne pas photographier, c'est leur demander aussi de prendre conscience que photographier, c'est peut-être autre chose que ce que l'on pense. Bon, je pourrais passer 3 jours à vous parler de ce projet. Donc là, ce sont des exemples que je vous donne comme ça. Mais tout ça pour vous dire que l'autre élément important, c'est qu'au cours de l'année, donc ça c'était l'été, chaque été, c'était les grands événements, c'était le voyage où ils se retrouvaient, alors qu'ils ne se voyaient pas pendant l'année, sauf ceux qui étaient dans la même ville, mais ils ne voyaient pas les 40 autres, ils voyaient les 9 de leur ville. Moi, durant l'année, donc j'ai fait ça pendant 5 ans, j'allais les voir dans leur ville et j'allais les rencontrer individuellement. Je passais 2 heures seul avec chacun d'entre eux. Ce qui me faisait faire à peu près 50 rencontres de 2 heures par année avec des adolescents de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. Moi qui ne suis pas professeur, je ne rencontre jamais d'adolescents de ma... Enfin, vous voyez, en général, on fréquente les gens de notre âge. C'est rare qu'on fréquente des gens qui ont 16 ans, quand on n'est pas professeur ou qu'on n'est pas dans notre métier amené à les rencontrer. Quand on n'a pas de raison de les rencontrer, on ne les rencontre pas. Et là, j'ai été dévasté, enfin dévasté, pas dévasté, bouleversé, mais parce qu'ils m'ont parlé ils m'ont appris de la musique, ils m'ont fait connaître de la musique, ils m'ont fait connaître des livres, ils m'ont fait connaître aussi des phrases, des notions que j'avais complètement oubliées de ce qu'était l'adolescence. Je donne un exemple, donc je suis à Montréal, je rencontre Alexis qui arrive, c'est ma rencontre avec Alexis tout seul. Alexis arrive et me pose la question, il me dit
C'est quoi la magie? Alors, Alexis a 16 ans, là. Hein, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la magie? Il dit, oui, la magie, c'est quoi la magie? Je explique, je ne comprends pas ce que tu veux dire par c'est quoi. Il dit, avant, je ressentais jamais ces moments de bonheur intense qui n'avaient pas de raison d'être. Il dit, tu sais, il dit là, depuis 1 an, je ressens, parfois je suis à vélo et tout à coup je suis pris par un bonheur, mais il n'a aucun sens, je n'ai pas de raison. Il dit, c'est merveilleux. Il dit, mais avant je ne le ressentais pas. Mais j'ai compris qu'avant je ne le ressentais pas, c'est parce que je le ressentais tout le temps. Maintenant que je commence à le ressentir parfois, ça veut dire que la toile de la magie est en train de se trouer et que probablement ces moments-là vont bientôt disparaître. C'est quoi la magie? Eh bien ça, cette phrase-là, c'est quoi la magie? C'est une phrase qui s'est retrouvée depuis dans les 3-4 pièces de théâtre que j'ai écrites parce qu'il me l'a tellement transmis avec une puissance émotive. Donc j'insiste sur ça parce que ça a été un échange très fort. L'idée, un peu comme il était question des compagnons tout à l'heure, il n'y avait qu'un contrat moral, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, personne. Ce projet n'était pas un remplacement de l'école, ne remplaçait absolument pas l'école, ne remplaçait absolument pas les parents, ne remplaçait absolument pas les amis, il remplaçait rien, il n'était qu'une addition. Moi je leur disais c'est un parfum supplémentaire, comme lorsque tout à coup vous avez un bouquet de roses et puis ça sent bon, et bien ce projet c'est un sent bon dans votre vie qui vous permet de vous raccrocher à quelque chose, vous savez que vous allez retrouver des copains, et puis petit à petit on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à le nommer. On n'arrivait pas à le nommer parce qu'on s'est rendu compte, et ça on l'avait pas mesuré comme ça en le faisant, que c'était un projet où il n'y avait pas de titre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils se retrouvaient ensemble, les 50, ils n'étaient pas des élèves. C'était pas des élèves, parce que c'était pas l'école. C'était pas des vacanciers, on n'était pas en vacances. C'était pas l'école, c'était pas des étudiants. C'était pas des enfants parce qu'on n'est pas leurs parents. C'était pas non plus un voyage entre potes parce que je ne suis pas leur ami. C'était pas le secours catholique. C'était pas les scouts. C'était pas je sais pas quoi. Ça avait pas de nom. C'est ça. On l'a appelé le ça. Et parce que au fond finalement on n'était que notre propre prénom. Et on s'est rendu compte que c'est très très rare qu'on soit que notre propre prénom. Même à la maison, on est le parent, on est l'enfant. À l'école, on a toujours un titre. Et là, on a fait même au théâtre, je suis le metteur en scène, il est l'acteur, il est le scénographe. Là, il n'y avait pas, c'était même pas des participants. Ils participaient pas puisqu'on leur demandait de participer à rien. Il n'y avait pas d'activité. C'était juste, vous êtes ensemble. Et puis, voilà, juste respecter les heures de repas, les heures de départ, les heures d'arrivée pour ne pas faire attendre les autres. Ouvrez la porte, aidez les autres, rencontrez les gens, faites ce que vous voulez, dormez 6 jours si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. C'était... voilà. Et au bout du compte, on s'est rendu compte que cette chose, que nous étions notre propre prénom, parce qu'au fond, on s'appelait par nos prénoms. Moi, j'étais Wajdi, j'étais pas monsieur, j'étais pas papa, j'étais pas pote, j'étais pas chef, j'étais pas patron, j'étais pas metteur en scène, j'étais Wajdi. Et eux, ils étaient Alexis, Julie, etc. Et puis, voilà, donc, ça c'est pour répondre à la question du nom. Bon. Je vais, voilà, c'est fou. Je vais m'arrêter peut-être là pour peut-être laisser des questions parce que évidemment il y a la question j'imagine que vous allez me poser la question mais comment vous les avez recrutés? Bon ben voilà. Comment on les a recrutés? Eh bien on les a recrutés, on a fait. Alors il y avait un truc qui est important, c'était gratuit. Ils payaient pas un rond. Donc nous on faisait tout un travail avec les théâtres, on faisait tout un travail de mécénat et ça s'est fait très facilement. Les mécènes, on a été énormément aidés. Et je disais dès le départ aux mécènes, il n'y a pas de rendu. Il n'y a rien, il n'y a pas de pièce de théâtre au bout. Et oui, mais vous, pourquoi vous faites ça, monsieur Mouawan? Vous, pourquoi vous faites ça? Je fais ça parce que moi, j'ai eu la chance, quand j'avais 20 ans, de rencontrer un homme qui a été pour moi une rencontre intellectuelle d'une puissance tellement grande qu'il m'a permis... Je ne serais pas là si je n'avais pas rencontré cette personne. Aujourd'hui, je ne serais pas invité ici, je ne serais pas directeur de la colline, je n'aurais pas écrit de pièce. Et à cette personne-là, jamais j'ai pu rendre
On ne peut pas rendre ça. On peut pas... Donc, au fond, la seule chose, c'était de donner. Donc, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça aussi parce que je pense que, comme artiste, on a envie parfois aussi de poser des gestes de transmission. Il y a des raisons qui me sont très intimes, etc. Voilà, bon, il y a ça. Mais en même temps, il y avait une totale gratuité de ma part. Je n'attends rien d'eux. Et ça leur a pris du temps avant de comprendre que je n'attendais rien d'eux. J'attendais pas qu'ils soient bons, mauvais. J'attendais qu'ils soient juste. Je leur disais toujours la même chose. Je vous fais faire ce que j'aurais voulu qu'on me fasse faire. Peut-être que ça ne vous convient pas. Si ça vous convient pas, ne venez pas. Ou alors, si vous voulez venir pour une autre raison, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous voulez venir parce qu'on vous paye le voyage, et c'est déjà une super raison de le faire. C'est gratuit. C'est déjà une super raison de le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné que le problème commençait à venir des parents, qui commençaient à se sentir largués, parce que leurs enfants avaient fait des voyages à l'âge de 15-16 ans que eux n'avaient jamais fait de leur vie. Donc ils commençaient à se sentir un tout petit peu mal. Alors grâce au théâtre, on a organisé tout un tas de trucs pour les parents. On les a invités les théâtres se sont mis à les inviter à tous les premières. Ils ont commencé à avoir la possibilité de se rencontrer entre eux. Ils ont vu que grâce à leurs enfants, ils avaient des avantages. Ils allaient au théâtre gratuitement en avant-première. Ils rencontraient les artistes. Il y avait des soirées que les théâtres organisaient que pour les parents, pour qu'ils puissent se rencontrer, des repas. Et là, tout à coup, mais la première année, on n'avait pas vu ce problème. Nous, on pensait d'emblée que les parents allaient être contents. Les parents étaient contents, mais méfiants. C'est gratuit, c'est pas normal. Et ça, cette question-là a été aussi une problématique sur la question du recrutement. Parce que sur le recrutement, beaucoup de gens ne venaient pas parce qu'ils se sont dit c'est une arnaque. Et on est passé par des réseaux scolaires, par des associations, on a mis des annonces dans le journal. Et l'idée, c'était de leur demander, voilà, si tu as entre 14, 15 et 16 ans, et que, voilà, le projet, on le décrivait en quelques lignes, si ça t'intéresse, envoie un format de participation. Le format de participation, ça pouvait être une lettre. Mais comme je ne voulais pas privilégier ceux qui savent écrire par rapport à ceux qui ne savent pas écrire, je disais ça peut être un dessin, ça peut être une musique, ça peut être une chanson, ça peut être un objet, n'importe quoi, mais un objet qui traduit pourquoi tu t'inscris. Et la signature des parents. Nécessairement, parce qu'on était entouré par des cadres légaux. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formé. Dans chacun des théâtres, j'ai formé les formateurs, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai fait un atelier dans chacun des théâtres où je leur disais, l'idée, c'est de choisir 10 personnes, on ne peut pas choisir plus, de choisir les 10 personnes dont ce projet peut les révéler le plus. Ceux qui, d'après vous, seront le plus révélés par ce projet. Ils me disent, mais comment on fait? Je dis, faites, rencontrez-les, parlez avec eux, partez de ce principe, est-ce que cette aventure dont on ne connaît encore rien, d'après vous, va révéler les personnes? Et qui elle va révéler les plus? Et acceptez qu'on se trompe. On va se tromper. Et puis, je leur ai dit, si l'idée, c'est de les amener à penser par eux-mêmes, à ce moment-là, ne me demandez pas la permission. Pensez par vous-même. Donc faites les choix, vous. Et c'est pas que je me désolidarise pas, parce qu'après, c'est moi qui allais m'occuper des 50. Donc moi, j'assume tout. Les 50 seront les 50, et jamais je me demanderai pourquoi lui ou pourquoi elle. Jamais. Alors on s'est retrouvé avec un groupe extrêmement mixé socialement, on a eu de tout. C'est-à-dire de sa part, de l'enfant super à l'aise à l'école, avec des parents unis dans une relation super saine, jusqu'à l'extrême opposé, vraiment du plus trash au plus sain. Et on est passé comme ça par des variations sur 50 personnes. Au bout de 5 ans, aucun n'est parti. Deux ne sont pas venus par punition de leurs parents. C'est-à-dire les parents, au deuxième voyage, une fille, Julie, a été punie par sa mère et la punition, c'était de ne pas faire le voyage.
un autre garçon a eu le même problème. Et la dernière année, quelqu'un n'est pas venu par peur. Par peur. Parce que le dernier voyage, et peut-être je finirai là-dessus avant de vous laisser des questions, c'était le verbe penser. Et là, alors évidemment, c'est devenu un jeu, parce que chaque année, ils se demandaient ça serait quoi l'année prochaine, ça va être quoi l'année prochaine, etc. Et donc quand arrive le verbe penser, je leur dis, ils étaient 50. Donc, on était au Sénégal, je les ai rassemblés pour leur parler du prochain voyage, et j'ai fragmenté le groupe de 50 en 7. Donc, 7 groupes, je ne sais plus, enfin, ils étaient en 7. Non, c'était pas 7 de 7, oui, 7 de 7, 1 de 8, 6 de 7, 1 de 8, enfin, je ne sais plus, un truc comme ça. Bref, c'était pas équitable, mais bref, c'est pas grave. Et chacun partait dans une ville différente. J'avais déterminé 7 villes. Il y avait Reykjavik, Beyrouth, Istanbul, Vienne, Tirana, Casa, et quoi ? Et je ne sais plus. Bref. Beyrouth, j'ai dit Beyrouth ? Oui, en tout cas. Il y avait 7 villes, et chaque groupe allait dans une ville différente, et on leur a donné le budget. Et c'était à eux de tout organiser le voyage. Donc, on leur a dit, voilà, vous vous débrouillez, vous achetez vos billets d'avion, vous achetez... Parce que jusque-là, c'est nous qui faisions tout. Là, on leur a donné l'argent, donc... et en leur disant, si jamais il en reste, vous nous le rendez, parce que nous, ça va nous permettre de compléter les frais. Voilà, vous louez des voitures, vous faites ce que vous voulez. Ils avaient 18-19 ans à ce moment-là. Et moi, je suis parti. Moi, je me souviens, à 17 ans, j'avais fait un voyage tout seul. Je me suis dit, c'est bon, ils vont organiser le truc tout seul. Et on a créé des groupes faits de gens qui ne s'étaient pas nécessairement rencontrés pendant les 5 ans. Et on a essayé d'éclater ceux qui étaient toujours ensemble, un peu, mais pas trop. Mais bon. Et puis, ça, c'était la première partie du voyage. Donc, 7 villes différentes. Et au dernier jour de leur séjour dans leurs villes respectives, ils recevaient par mail un autre billet d'avion qui les ramenait à une destination unique. Nous allions finir le projet, et cette destination unique, c'était Athènes. Donc, à l'endroit où nous avions commencé l'aventure, 5 ans plus tard, sur la même plage, à l'endroit où l'aventure avait commencé. Donc, ils avaient la possibilité de se dire il y a 5 ans, j'étais là, c'est incroyable, le temps a passé. Et nous avons passé 2 jours à Athènes, où chaque groupe a raconté son voyage aux autres. Alors que, lorsqu'on s'est vu la première fois à Athènes, chaque groupe de Nantes, les Nantais ont raconté Nantes aux autres. Là, comme ils étaient mélangés, c'était pas je raconte ma ville, c'est je raconte le voyage que j'ai fait avec mes copains. Et j'ai vu comment, en 5 ans, le rapport à la parole, c'est pas que le projet qui leur a apporté ça, hein, mais ce que cette aventure, je pense, leur a apporté, c'est peut-être tout simplement de la magie, pour reprendre, et que qu'on leur a offert ça, que ça existe, ça, un projet gratuit comme ça, que ça existe, où on ne leur demande rien, on n'exige rien d'autre que d'être à la hauteur de ça, à leur manière. Donc voilà à peu près une description très sommaire de l'aventure. Je vais poser une question, hein, parce que quand même j'ai fait une fiche. Faut respecter la fiche. Bon, moi, quand j'ai découvert ce projet, je vais dire, mais comment ça se fait que ce projet, j'avais envie de vous le présenter, parce que finalement, ça pourrait être décalé, on pourrait se dire, bon. Et donc, j'ai rencontré ce projet sur Internet, et après, je me suis dit, oh, mais c'est génial au niveau éducatif, parce que là, tel que Ouaji le présente, on dirait qu'il y a une espèce de, oui, il y a 5 ans, des pays comme ça, et puis ils font leur vie. Mais c'est pas vrai. Ce que j'ai trouvé drôlement intéressant, c'est, et ça je pense c'est bien que tu puisses revenir dessus, c'est pourquoi la première année ce pays, en leur demandant d'y vivre quoi, et ce relativement au verbe d'incendie, mais les verbes d'incendie c'était verbe, donc c'est pareil. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a ce verbe puis celui-là, et qu'est-ce que je leur propose de faire? Et après tu vois, j'en pose une deuxième. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant d'en discuter avec toi puis avec Marie, c'est ce que j'avais noté comme vos évolutions intuitives. Il y a des ajustements intuitifs qui ont été faits, qui sont un petit peu de l'ordre, pour moi, l'exemple quand tu leur dis « je vous écris »,
vous m'écrivez « Donnez-moi envie de vous lire », pour moi, c'est ça, une espèce d'intuition pédagogique qui a du sens. Voilà, donc pourquoi ces verbes, ces villes et ces intuitions? Eh bien, évidemment, moi, je me suis placé sur un axe absolument pas... comment dire, direct, puisque ce rapport direct, ils l'ont à l'école, ils l'ont chez leurs parents. Je veux dire, l'école leur apprend à lire, à déchiffrer, à pas faire de fautes d'orthographe. C'était pas ça du tout l'idée de apprends à lire. Apprends à lire, c'est comment je vous donne un exemple. Paris, on va parler de Paris. Voilà, la cathédrale. Non, Toulouse. C'est mieux. Voilà, cathédrale Saint-Étienne, cathédrale, basilique, église Saint-Étienne. Église Saint-Étienne, la rosace est décentrée par rapport à la porte d'entrée. Ça m'a pris, j'ai habité 10 ans à Toulouse, hein, donc je connais la ville. Et j'ai habité juste à côté. Ça m'a pris 1 an avant de le remarquer. À partir du moment où j'ai remarqué que la rosace de la cathédrale Saint-Étienne était décentrée par rapport à la porte d'entrée, je n'ai plus vu que ça. Et je me suis demandé comment ça se fait que je n'ai pas vu ça plus tôt. Et à partir du moment où je me suis dit, ça n'existe qu'à Toulouse, une cathédrale ou une église aussi importante, avec une rosace décentrée par rapport à la porte d'entrée. C'est absolument... C'est pas normal. Alors, compagnon... il faudrait, mais et ça serait merveilleux d'entendre parler justement ça. Évidemment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La rosace est décentrée par rapport à la porte d'entrée. Et si la rosace est décentrée par rapport à la porte d'entrée, ben ça veut dire que moi, quand j'écris une pièce de théâtre, si elle est un peu longue, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je peux écrire la phrase autrement. Je peux peut-être prendre une année sabbatique avant de choisir ce que je veux faire dans la vie. Si la rosace de la cathédrale Saint-Étienne est décentrée par rapport à la porte d'entrée, je ne suis pas obligé d'obéir autant qu'un système m'impose. Je ne suis pas obligé d'obéir. Je ne suis pas obligé d'obéir parce que le 17 mars à 17h, il faut absolument que j'ai rempli la formulaire qui va déterminer qu'est-ce que je vais faire dans la vie, alors que je ne sais pas ce que je vais faire dans la vie. Bon, ça, c'est ça lire. Pour moi, c'est... pour reprendre une autre image, cathédrale, puisqu'on est chez les compagnons, cathédrale Notre-Dame, c'est... Peut-être, ça fait pas peut-être, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est la seule qui est aussi... imposante, aussi belle, qui n'a pas de marche. Il n'y a pas de marche pour entrer dedans. Vous entrez dans la cathédrale Notre-Dame comme on entre dans une boulangerie. Et le rapport inversement proportionnel entre la facilité de rentrer et la complexité de l'objet, ce rapport inversement proportionnel, est en soi une chose... c'est ça l'art populaire. L'art populaire, c'est facile à rentrer, mais c'est difficile à pénétrer. Vous prenez Kafka, vous lisez tous les mots sont simples. Un matin, au sortir de rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en une horrible coquerelle. Chaque mot est simple, je n'ai pas besoin de dictionnaire, mais l'idée est complexe. Bon, Paris, voilà, vous regardez toute la grande ligne qui va de la statue de Louis XIV jusqu'à l'Arc de Carrousel, l'Arc de Triomphe, la Concorde, l'Arche de la Défense. C'est une grande ligne qui fait 7,5 km. Elle est tournée vers l'ouest. Vous regardez la tour Saint-Jacques, elle est tournée vers l'ouest. Vous regardez tous les bâtiments qui ont été construits avant la découverte de l'Amérique, tout Paris est tourné vers l'ouest. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que de l'ouest était l'inconnu, parce que l'ouest était cet endroit d'où pouvait surgir le Léviathan. C'était ce fin du monde dont Lutèce s'est cru être la vigie, puisque des grandes villes depuis Jérusalem, elle était la dernière. Donc elle était l'avant-garde de cet inconnu qui était là. Bon, c'est ça, lire une ville. Ce que j'appelle lire. Eh bien, qu'est-ce que c'est lire Athènes, qui est le berceau de la démocratie, le berceau de notre civilisation? Qu'est-ce que c'est lire Delphes? Qu'est-ce que c'est de lire un temple grec? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont construit comme ça? Qu'est-ce que c'est le lire et d'accéder à un endroit plutôt métaphysique que simplement architectural? Que simplement... Mais parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est ça qui me fait complètement... qui m'excite, c'est le métaphysique. Voilà,
c'est pour le dire simplement. Ce qui m'attire, c'est la lumière, c'est le rapport à la lumière, c'est la relation entre lumière et vérité, et comment ils l'ont porté, les Grecs. Puis comme j'étais dans Sophocle, j'étais en plein dedans. Et bien après, Lyon, c'était le verbe écrire et l'exclusion. Parce qu'à Lyon, il y avait les grands centres d'imprimes. C'est là où il y a eu les premières associations protestantes d'imprimeurs et qui se sont regroupés parce qu'ils ont été un peu chassés partout. Ils se sont regroupés et ils ont fait ça un peu dans la clandestinité. Mais à Lyon, il y a la révolte des tisserands. À Lyon, il y a aussi Jean Moulin. À Lyon, il y a aussi la Résistance. Il y a les grandes révoltes populaires. Donc, Lyon a été dans le rapport à l'écriture vue comme un acte politique dangereux, depuis l'impression jusqu'au tract de la Résistance. Le verbe compter. Alors, c'était pour leur dire que l'unicité, la solitude, le particulier et le seul, c'est pas tout à fait la même chose, même si tout ça c'est un. La dualité, la solidarité, tout ça c'est deux, mais c'est pas la même chose. Que on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que ça ne porte pas conséquence, mais que si on met 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une peau, ça ne devient plus la même chose. Et que chez les Juifs, il y a une loi qui interdit de compter les hommes, les humains. Dieu interdit de compter les humains. Et bien là, aller dans le lieu où ils ont été non seulement comptés, mais décomptés. Et les mettre devant l'Europe, devant l'État, ou le moment où cette Europe a vacillé de façon tellement effroyable, les mettre devant leur histoire, et puis voir comment, par exemple, des Québécois ne réagissent pas du tout de la même manière que des Belges ou des Français, comment les réunionner face à cette histoire. Parce que les Québécois sont moins... ils sont bouleversés, mais ils ne se sentent pas coupables. Ils ne se demandent pas si eux, dans leur famille, quelqu'un a collaboré. Et puis parler. Là, c'était important de sortir de l'Europe, d'aller dans une civilisation qui était hors Europe, et évidemment dans une société orale. Et après les camps de concentration, après Varsovie, où ils ont été extrêmement, extrêmement bouleversés, extrêmement troublés, évidemment. Je m'étais dit, il faut vraiment là que ça soit joyeux. Donc c'était jouer. Surtout, ils avaient 19 ans. Et je leur ai dit, c'est bien de commencer l'âge adulte en jouant, plutôt que par des choses sérieuses. Allons jouer au foot, allons rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, et puis allons-y là-bas, et puis racontons pas. Et je leur ai dit, parler, ça va être vraiment, là je vous laisse tranquille. Vraiment. Je vais juste vous donner les heures du repas du matin, les heures du repas de midi et les heures du repas du soir. Je vous demande juste de les respecter. Si vous ne les respectez pas, vous ne mangerez pas. Mais vous faites ce que vous voulez. Et on les a vraiment laissés, complètement tranquilles. Et puis ensuite, il y a donc le verbe penser. C'était vraiment, comme je disais au début, l'idée c'était qu'ils soient en mouvement et surtout qu'ils voient qu'ils sont capables. Parce que la grande question, c'est mais alors après, on ne se voit plus. Après, que va devenir après, je dis après, c'est juste que le cadre n'est plus là, mais après vous êtes là. Après, si vous voulez organiser un voyage, faites-le. Vous pouvez même inviter d'autres personnes. Vous pouvez continuer. Mais après, vous n'avez plus besoin de nous, quoi. Et puis, nous, on va devenir... voilà, vous n'avez qu'à m'appeler, vous avez tous mon numéro, moi, je vous appelle, etc. Voilà. Donc, alors c'est vrai que je ne suis peut-être pas la bonne personne à un certain endroit pour parler de cette aventure, parce que j'ai toujours refusé... Par exemple, j'ai refusé... excepté peut-être une fois, mais pour une raison vraiment précise, j'ai refusé de faire des entrevues avec des médias pour parler de ce projet. Et quand ça a commencé à être insistant, j'ai commencé à leur demander à eux de le faire. Donc eux sont passés, eux ont parlé, eux ont pris en charge la chose. Et aujourd'hui, ils font eux des rencontres pour parler de ce projet. Eux auraient pu être... Quelques-uns auraient pu venir à ma place aujourd'hui pour parler de ce projet. Ils en auraient peut-être parlé autrement. Non, pas peut-être. Certainement, ils en auraient parlé autrement. Et plus que ça, ils auraient peut-être pu parler de ce que ça leur a appris. Parce que moi, je ne sais pas ce que ça leur a appris. Je ne sais pas si ça leur a appris quelque chose. Je sais juste que ça les a rendus heureux, parce que je les ai vus rire, je les ai vus sourire. Je sais que ça leur a permis de se confier à quelqu'un de plus grand qu'eux, qui ne fait pas partie de leur paysage, à qui ils se sont parfois vraiment vidés le cœur. C'est pour ça que je dis que cette aventure a été un plus et non pas un remplacement de quoi que ce soit.
Et j'ai pas voulu le refaire. J'ai pas voulu le refaire. C'était pas remplaçable pour moi. Moi, oui, comme je disais, j'ai appris, ça va des groupes de musique que je ne connaissais vraiment pas, à appris combien je devais... là, j'invente d'autres projets avec des adolescents. J'ai appris combien je devais toujours, que j'ai appris que j'avais encore besoin d'être en lien avec des gens de cet âge-là, véritablement, et de façon réelle. Alors, je passe en ce moment toujours par des projets, mais je me suis rendu compte combien c'était important de leur donner la parole, de ne pas leur parler toujours nous, de leur donner la parole, mais en leur demandant qu'est-ce qu'on ne comprend pas de vous, et de prendre très au sérieux ce qu'ils disent. Et en même temps de les pousser à arriver, parce que c'est pas évident pour eux de formuler des choses comme ça, parce que c'est pas du tout ce à quoi... Alors parfois on tombe sur des perles rares qui sont des radicaux, des anarchistes purs, des héros, ce qu'ils doivent être à cet âge-là, mais en poussant un peu, en forçant, on se rend compte que quand on leur donne la parole autour de la question « apprenez-nous ce qu'on ne comprend pas de vous ». Qu'est-ce que... Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas de vous, que vous voyez, et c'est comment vous voyez-vous l'âge adulte de votre point de vue? Comment vous le voyez? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le voyez comme ça? Donc leur poser la question et les laisser parler. Ça, je me suis rendu compte que j'ai appris ça. J'ai appris que c'était peut-être la chose la plus riche qu'on pouvait faire, c'était leur donner la parole, et quand ils ont de la difficulté à l'apprendre, les accompagner dans cette difficulté jusqu'à ce qu'ils l'apprennent. Alors, vous nous avez fait une proposition. Est-ce que vous pouvez nous parler du 13 novembre d'une façon poétique? Oui, bien sûr. Je pense que c'est le rapport à l'utopie, le rapport à la... comment vous dire ça? C'est comme si l'instrumentalisation d'une jeunesse, parce qu'au fond, pour ceux qui sont ici, qui sont eux-mêmes des enseignants, mais qui sont des parents ici, vous voyez bien comment, au fond, on a besoin... l'école s'est transformée, j'ai des enfants, je le vois comment ça se transforme, comment ça se met en place, parce que l'école a surtout besoin bientôt on a besoin de fonctionnaires, on a besoin de gens qui vont faire fonctionner les administrations de ce pays. C'est ça qu'on est en train de former. L'école est en train de devenir comme une sorte de magasin de chaussures où on ne vend que du 40 et du 42. C'est tout. Donc si par malheur vous avez du 46, vous chaussez du 46, ben vous allez avoir mal toute votre scolarité. Si vous chaussez du 38, ben vous allez être paumé. Si vous avez la chance d'être dans le 40 et dans le 42, ben c'est bien, c'est super. Il y a chaussures à votre pied. Et ça s'est rétréci, les propositions se rétrécissent et le temps s'accélère. Ensuite, d'un autre point, à un autre endroit, les fractures des valeurs. Quand je parle des fractures des valeurs, je parle de l'idée de se sacrifier pour quelque chose. Sacrifier sa vie à une passion, être intègre, être passionné. Alors vous voyez, sacrifice, intégrisme, intégrité, passion, c'est à peu près ce que leur offre le djihadisme. C'est à peu près ce que, d'une certaine façon, leur offre aussi un cadre qui leur donne un père, qui leur donne une mère, qui leur donne des mots, qui donne des paroles, qui donne un sentiment d'entièreté, qui leur donne un sentiment de dépassement,
qui peut vivre une vie sans avoir un sentiment de se dépasser, puisque c'est au fond, on ne vit qu'une vie. Le reste, c'est des brouillons, quoi. Je veux dire, c'est pour le dire simplement, on vit nos vies comme si c'était un brouillon, et qu'après, là, une fois qu'on aura fini le brouillon, voilà, on va pouvoir faire un propre. Ben, c'est pas vrai, le brouillon, c'est le propre, et c'est une fois. Donc d'une certaine façon, si dans cette traversée qui est notre vie, on n'a pas ce sentiment de dépassement, il y a un truc qu'on a raté. Et au fond, je pense que tous, qui que nous soyons, nous espérons un dépassement, qu'il soit dans l'amour, qu'il soit dans le métier, qu'il soit dans l'amour et dans le métier, qu'il soit dans l'amitié, qu'il soit dans le rapport au public, qu'il soit dans le rapport au don, à la transmission, à n'importe quoi, au type qui fabrique un vélo, au cycliste, enfin, que ce soit le cordonnier, c'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie dans la manière de se dépasser. Mais le cadre du dépassement est tellement rétréci, non pas seulement tellement rétréci, mais tellement annulé. Or, pour arriver à transmettre ces notions de dépassement, eh bien, on le fait par la poésie, on le fait par le théâtre, on le fait par ça, on leur fait, mais les enseignants eux-mêmes ne savent plus faire ça. Les enseignants eux-mêmes, tous ici, on est capable de parler d'un professeur qui nous a marqué, parce que celui-là, il était extraordinaire, il était passionné, il nous aimait, il nous transmettait, il nous portait vers ces endroits-là. Et moi, ce que je perçois venant d'un pays qui lui-même a été en proie à une guerre civile vraiment très meurtrière, ce que je perçois dans la passion de l'arme, pour avoir porté une arme quand j'étais enfant. Mes deux grandes passions quand j'étais enfant, c'était la Kalachnikov. C'est génial de porter une Kalachnikov, je vous assure, c'est ergonomique, ça se tient bien. Et tirer, c'est une sensation très très forte. C'est une continuité de votre propre puissance décuplée par 12. Prenez votre plus grand orgasme multiplié par 1000, c'est à peu près ce que ça donne de tirer avec une Kalachnikov. Et ce rapport à la puissance, à l'arme, à la drogue de ce que c'est que ces objets-là dans la tête de quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, ça c'est une défaillance. C'est comme si la poésie se renversait, comme si on était dans un rapport poétique, mais retournez à l'envers, vous avez une Kalachnikov dans la main, mais retournez là à l'endroit, vous avez un crayon. C'est très très proche, écrire des mots et tirer des balles. C'est la même chose, c'est une continuité, sauf qu'il y en a un qui construit, l'autre qui défait. Et j'ai été très proche des deux, vraiment. Et je pense que ça serait autrement, ça serait autre chose, si les armes qui étaient utilisées étaient des armes moins sexuelles, je dirais, moins orgasmiques. Ça serait plus compliqué. Ça existerait, mais l'idéologie serait beaucoup plus difficile à pénétrer, à faire entrer. C'est quelque chose de tirer avec une arme. Une fois qu'on tire comment vous dire, je suis désolé de parler de ça, mais le plus difficile, c'est de tuer la première fois. Après, c'est un peu moins dur. Après, bon, ça devient un peu banal. Et tous les miliciens, tous ceux qui ont commis des exactions, qui plus tard ont témoigné de ça, tous disent la même chose, qu'il y a un rapport extrêmement organique, extrêmement sexuel, extrêmement puissant dans le maniement d'une arme. Or, pourquoi quelqu'un qui est né en France, etc., se retrouve à aller chercher ce dépassement à cet endroit-là? Je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose qui relève de l'impossibilité d'une société à offrir un endroit de dépassement qui passe autrement que par un métier, l'école, tel qu'on l'enseigne, etc., qui soit tout simplement un espace, alors pour reprendre l'idée tout à l'heure, de dégager, de vider les espaces pour permettre à quelqu'un de courir, je ne parle pas physiquement, je parle intérieurement, mentalement, de pouvoir s'exprimer. Et ces endroits-là existent de moins en moins, le temps existe de moins en moins. Voilà, peut-être que je me trompe, mais je pense que ce que je dis s'additionne, il n'annule pas, il ne contredit pas tout ce qui a pu être dit sur le 13 novembre. Au contraire, il fait juste s'additionner, c'est un regard supplémentaire. Or, ce regard supplémentaire qui évoque le manque de poésie comme un des éléments, on ne l'entend pas. On entend tous les autres éléments qui sont très importants et très vrais.
je dis simple, et je ne suis pas en train de dire que c'est ça la vraie raison. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que cet élément-là est un des éléments, peut-être un des éléments clés aussi. Je dis bien un des éléments clés, mais c'est un des éléments qui, si on ne le prend pas en considération, on comprend peut-être pas tout. On comprend pas ce que c'est que de tirer avec une arme, tant qu'on l'a pas fait une fois. Je vais interrompre cette puissance de la pensée, un peu violemment peut-être. Est-ce qu'il y a une dernière question qui aura un rapport? Donc je reviens sur l'artiste et l'intervention de l'artiste et le rap. Attention, je vais... ce rapport avec l'art et la formation. Je reviens sur ce petit point. Donc je reviens encore sur mon voyage. On va traverser l'océan, l'Amazonie, on arrive en France. On a l'exubérance de l'espace, on arrive dans un espace après, on traverse l'océan, on arrive dans un espace réduit. L'envie de se dépasser aussi, de dépasser cet espace, on revient dans une salle de cours avec, en France, dans les universités, complètement différents du Brésil, où nous sommes en interaction directe avec les enseignants. Et ici, non, on écoute dans un amphi aussi grand. Et après, le formateur, en étant formateur, il travaille avec les artistes. Pourquoi? Je travaille avec les personnes qui arrivent d'ailleurs, de pays différents, qui sont là pour construire un projet professionnel, pour apprendre la langue, construire un projet professionnel. Travailler avec les artistes, c'était aussi un dépassement autre, vu de manière étrange par mes collègues, par nos collègues, et qui aujourd'hui, donc, travailler, avoir conscience de son propre corps dans un pays qui n'est pas le sien, pour pouvoir s'installer. Donc aujourd'hui, j'insiste énormément par rapport à ce travail de la formation et l'art elle-même, avec les danseurs, avec les écrivains, avec des artistes en général. Aujourd'hui, je travaille avec Jody Gali, qui est un danseur, qui a fait le choix de travailler, de danser sans musique. Et nous avons travaillé avec des personnes étrangères dans la construction d'un projet professionnel en utilisant un travail de cordes, d'architecture éphémère. Il y a quelque chose qui va se construire et qui après, elle n'existera plus jamais. Ça restera dans la mémoire. Ça, c'est très important. Et d'avoir un ressenti dans le corps. Ressentir ça. Attention, je coupe violemment l'intervention. Ça sera bon, Forum merci. 2018. Tu seras bienvenue avec l'expérience éphémère. Autre question ou complément Un des mécanismes de la création que j'avais identifié, c'est la marche. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de voir ces voyages que vous avez faits avec tous ces jeunes gens. J'avais envie juste de vous entendre rapidement, si c'est possible, sur les différentes marches. C'est-à-dire, je m'explique, dans vos pièces, il y a aussi bien des marches individuelles, des dérives presque, on pourrait dire, que des marches collectives et de création collective pour porter l'œuvre jusque tous ensemble. Et du coup, je me demandais si au cours de ce voyage, enfin de ces 5 ans, est-ce que vous avez pu peut-être porter un regard à savoir quelles étaient, est-ce que toutes ces différentes marches ont été présentes, comment elles se sont complétées peut-être, ou est-ce que finalement c'est la marche collective qui a primé, ou est-ce que c'est la marche individuelle, ou est-ce peut-être que c'est une marche avec un guide. Alors ça, je pense pas, ce que vous avez dit, mais voilà, peut-être vous entendre sur ces différentes conceptions de marche et comment ces différentes marches peuvent créer différemment. Je pense que sur le rapport à la marche, c'est comme si vous me demandiez mon rapport à la respiration, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps, elle est perpétuelle, elle est sans arrêt, et sur ce voyage, je ne pourrais pas vous répondre de manière théorique, je peux vous raconter 2 moments qui ont été des moments clés qui sont liés à la marche. La première, c'est la marche que nous avions faite dans les limites de l'ancien ghetto de Varsovie. Quand on a été à Auschwitz, une des choses que nous avons fait, quand vous allez à Varsovie aujourd'hui, vous ne voyez rien du ghetto, vous voyez pas, il y a parfois un fragment, mais pas. Mais grâce à une femme extraordinaire, Lisveta, qui connaissait le tracé géographique dans Varsovie de
des limites du mur qui encerclait le ghetto. Nous avons marché dans les limites de ce ghetto. Et alors, des fois, on rentrait dans le salon des gens. Elle les connaissait, on frappait. Oui, bonjour, c'est les étages, nous passons. Nous... Ah oui, alors passons, on était dans le salon parce que le mur était là, à ce moment-là. Et on passait par le jardin, on continuait la marche, elle durait 8 heures sous un soleil de plomb. Les jeunes étaient... On ne pouvait plus, mais régulièrement, ils se disaient « Ouais, mais nous, on sait que ça va finir et qu'un jus d'orange nous attend à la fin. » Et cette marche a été peut-être la chose dont ils se souviennent le plus. Des camps de la mort, ils ont des fragments, mais de cette marche-là, ils l'ont dans le corps véritablement. Et cette idée qu'à la fin, un jus d'orange les attend, leur faisait tout comprendre du ghetto de Varsovie. L'autre exemple de marche qui a été forte, ça a été quand j'étais en train de me demander mais qu'est-ce que ça va être le dernier voyage ? Qu'est-ce que ça va être le dernier voyage ? Et j'étais sur l'île de la Réunion où je faisais mes rencontres individuelles avec les Réunionnais et puis Margot était un peu en retard, donc j'avais du temps. Alors j'ai marché le long de la plage. J'ai marché le long de la plage et c'est vraiment en marchant le long de la plage, et je crois que la marche a amené l'idée, j'ai dit les ramener à Athènes, ah oui, mais avant de les ramener à Athènes, les faire voyager ailleurs. Et ça a été un surgissement qui ressemble exactement à ce qui se passe quand je suis en train de travailler une pièce de théâtre et que, cherchant une idée, je me mets à marcher dans une ville et que je suis souvent parfois gêné quand je suis dans une ville trop petite qui fait en sorte que j'arrive trop vite à l'extrémité de la ville. À la fin, New York, c'est génial parce qu'elle vous épuise avant que vous l'épuisez. Je peux vraiment marcher très longtemps. Donc voilà, ces deux récits de marche qui ont été des moments clés dans cette aventure, qui ont donné à la fois un sens et qui m'ont permis de la comprendre.